Alors, j'ai donc proposé de traiter ce sujet. Les Français d'Algérie auraient-ils pu rester dans leur pays après l'indépendance, en particulier parce qu'une réponse a déjà été fournie par un auteur dont le livre est probablement plus connu que celui de Jean-Jacques Jordi, j'ai nommé Pierre Daume. Alors, je lui ai déjà fait puisque pour lui, si les Français d'Algérie sont partis, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu, et le FLN était tout prêt à leur tendre les bras pour qu'ils restent, parce qu'il avait besoin d'eux pour assurer la prospérité du pays. Alors, en réalité, cette thèse, si on peut dire, ne tient pas debout, et j'ai déjà répondu en détail à Pierre Daume sur mon site. Mais je voudrais quand même reposer les questions en mettant quelques interprétations nouvelles en relief, en particulier celles que j'ai proposées dans un article publié dans l'Histoire de ce mois-ci. Donc vous verrez au passage de quoi il s'agit. Alors je pense qu'il faut reprendre la question en examinant les causes donc, de l'échec des accords d'Évian et de la sécurité qu'elles promettaient aux Français d'Algérie. Alors d'une part, il y a la responsabilité de l'OAS, puisqu'elle a été mise en cause notamment par le gouvernement français, pour qui tout ça, c'est la faute de l'OAS, mais on ne peut pas non plus exclure les responsabilités du FLN qui sont de mieux en mieux connues à travers notamment les travaux de Jean Monnet et de Jean-Jacques Jordi. Et puis, il faut aussi s'interroger sur les responsabilités propres au gouvernement français. Alors d'abord, les responsabilités de l'OAS dans l'échec des accords d'Évian. Eh bien, il y a des arguments dans ce sens que je résume ainsi. L'OAS jugeait illégitime le cessez-le-feu d'Évian, puisque c'était le résultat d'une négociation menée par le gouvernement français avec le FLN, ce qui était contraire à toutes les promesses faites notamment par le général de Gaulle. Et donc, résultat illégitime, puisqu'il livrait une terre française et ses habitants au FLN. D'où, logiquement, le refus d'appliquer le cessez-le-feu, puisque ce cessez-le-feu avait été décidé par une négociation illégitime. Et donc, la décision de l'OAS de continuer l'escalade de la guerre commençait déjà au mois de février, aussitôt après l'annonce du résultat positif de la conférence secrète des Rousses. C'était vers le 20 ou le 18 février 1962. Et donc, le 19 mars n'a absolument rien changé à cette escalade menée par l'OAS. D'où, logiquement, une condamnation de l'OAS par le gouvernement qui l'a accusé alors, de pratiquer une stratégie de provocation. L'OAS aurait voulu obliger le FLN à rompre le cessez-le-feu, donc en s'en prenant aux Français d'Algérie, pour obliger l'armée française à rompre à son tour le cessez-le-feu en défendant les victimes françaises d'Algérie. Alors, ce qui est un raisonnement logique, mais on peut penser que dans l'esprit du gouvernement, l'action de l'OAS ne pouvait s'expliquer soit donc par ce savant calcul de provocation, soit au contraire par un fanatisme imperméable à tout argument rationnel. C'était l'un ou l'autre. Mais la question que doit se poser l'histoire, c'est cette thèse officielle, est-elle vérifiée ou non ? Alors, on remarque d'abord qu'on ne trouve rien de tel dans l'instruction générale numéro 29 du général Salan, qui définissait la stratégie que l'OAS devait mener en riposte au cessez-le-feu. Mais, pourtant, il est vrai que cette idée de provocation apparaît de façon implicite, mais quand même très nette, dans les ordres et les justifications des ordres donnés par le chef des groupes armés de l'OAS d'Alger, Jean-Claude Pérez. Je vous renvoie aux citations très nombreuses données par Olivier Dard dans son livre sur l'OAS. Et puis, on peut également citer le témoignage des carnets du colonel Broisa, donc l'un des leaders politiques de l'OAS d'Alger, qui a été reproduit dans le recueil OAS parle, et qui donc fait état d'une conversation avec plusieurs jeunes dirigeants des groupes armés de l'OAS, y compris d'ailleurs quelques musulmans,
qui donnent leurs arguments. Donc, à partir de là, on peut estimer que la thèse de la provocation délibérée n'est pas sans fondement. Mais d'autre part, cette thèse a été réfutée énergiquement à Oran, en particulier dans les mémoires de Claude Micheletti, qui s'appuie également sur la position de son père, Charles Micheletti, le chef civil de l'OS d'Oran. D'après eux, donc, il n'y a jamais eu de volonté de provocation de la part de l'OS. Et pourtant, quand on regarde de près le recueil des tracts et émissions pirates de l'OS d'Oran qui ont été rassemblés par Guy Pugente, qui me l'a transmis, eh bien, on voit que la ville d'Oran était partagée de facto entre des quartiers européens tenus par l'OS et des quartiers musulmans tenus par l'UFLN. Et on voit que l'OS a pratiqué un bombardement d'objectifs FLN, mais dans ces quartiers musulmans, au moyen notamment de mortiers que l'OS fabriquait à partir de fin février, début mars 1962, donc pendant 4 mois. Ce qui fait que, même si ce n'était pas forcément ainsi que les chefs de l'OS d'Oran le pensaient, il y avait malgré tout, une provocation involontaire de vengeance venant du FLN qui se sont manifestés le 5 juillet 1962. Cela étant, il est évidemment illégitime de nous tenir aux responsabilités de l'OS sans évoquer celles du FLN. Alors, je sais que ces responsabilités ont été niées par de nombreux auteurs, notamment Yves Courrière, qui explique que le FLN a retenu les Algériens qui voulaient se venger légitimement du harcèlement que l'OS leur faisait subir à Alger et à Oran. Mais le FLN a-t-il vraiment respecté le cessez-le-feu, contrairement à ce qu'on nous a longtemps raconté? En fait, il y a de bonnes raisons d'en douter, en particulier le fait que dans l'accord de cessez-le-feu, l'ALN devait rester cantonné dans ses zones de stationnement, à savoir un très petit nombre de zones, puisqu'il ne restait pas grand-chose de l'ALN intérieure le 19 mars 1962. Mais en fait, elle n'est pas restée cantonnée, et aussitôt, elle est sortie de ces zones pour reprendre le contrôle du territoire et de la population, donc dans des zones de plus en plus larges. L'armée française s'y est d'ailleurs opposée. Il y a eu encore des combats après le cessez-le-feu, mais à partir de la mi-mars, on constate que l'armée française laisse faire, et cela est dit dans les réunions du comité des affaires algériennes, dont les procès-verbaux ont été publiés par le général Fèvre. Donc à partir de, disons, 1 mois après le cessez-le-feu, il est clair qu'il y a des consignes d'abstention. Donc cela veut dire que l'armée française, rétractant de plus en plus son dispositif, abandonne à l'ALN des zones de plus en plus étendues. Bon. Et puis, le résultat aussi, c'est qu'il y a de nombreux enlèvements et massacres de harkis, et cela dès le 19 mars, puisque ce jour-là, donc jour du cessez-le-feu, il y a eu un massacre de harkis commis à Saint-Denis-du-Sig. On en connaît d'autres, notamment toujours dans la wilaya d'Oranie, en particulier les membres du commando Georges à Saïda. Alors, il semble néanmoins que le colonel, chef de la wilaya 6, ait donné un ordre d'interrompre ces vengeances dans une circulaire où il dit que le peuple exercera sa juste vengeance après l'indépendance. Bon, ce qui d'ailleurs s'est produit. Et d'autre part aussi, il y a eu dans la même période, à partir du 17 mars, je crois bien, 17 avril 1900, non, pardon, 1 mois après le cessez-le-feu, oui, 17 avril, de très nombreux enlèvements de Français d'Algérie à Alger, à Oran et dans les campagnes environnantes, que Jean Monnet a appelé dans sa thèse le terrorisme silencieux. Et puis le 14 mai 1962, la zone autonome d'Alger, réorganisée par Sia Zeddine, venu de Tunis, a lancé ses commandos contre les lieux publics des quartiers européens d'Alger, qui étaient considérés comme des repères de l'OS. Et donc à partir de là, eh bien, la question se pose, même au gouvernement français, le cessez-le-feu du 19 mars existe-t-il encore? Et le comité des affaires algériennes en discute. Il sollicite le désaveu, enfin les autorités françaises sollicitent le désaveu de cet ordre donné par Azzedine de la part du GPRA,
mais rien ne vient. Et alors que pourtant, il semble qu'il y ait eu un désaveu donné à Oran, mais pas à Alger. Et en effet, pendant ce temps-là, le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne, qui était le parlement du FLN, s'était réuni le 20 mai à Tripoli, et il a siégé jusqu'au 7 juin. Et il a commencé par voter à l'unanimité le fameux programme de Tripoli, qui dénonçait les accords d'Évian comme une plateforme néocolonialiste à démanteler le plus vite possible. C'est-à-dire que, alors contrairement à ce que... Enfin, j'allais dire... c'est un point très important que je n'avais jamais vraiment pris conscience. Le GPRA, qui avait obtenu l'accord préalable du CNRA pour mener à terme la négociation d'Évian, alors il y avait donc à la session précédente du CNRA, le GPRA avait obtenu l'accord du CNRA, sauf 4 membres, à savoir les 3 représentants de l'état-major général de l'ALN et le colonel de la Wilaya 5. Or, donc, à la session suivante, logiquement, on s'attendait à ce que le CNRA ratifie les accords d'Évian. Eh bien non, il les a désavoués. Et le GPRA ne s'y est pas opposé, mais il a demandé simplement que ce programme de Tripoli soit tenu secret. C'est-à-dire qu'il n'en a rien dit au gouvernement français. Et ainsi, on peut dire... Mais néanmoins, il n'a pas interrompu le processus de ratification officielle des accords d'Évian par un référendum du peuple algérien qui était prévu par les accords d'Évian et dont la date a été fixée justement à la mi-mai et qui a eu lieu le 1er juillet. Ainsi, on peut dire qu'il y a eu une double tromperie du gouvernement français, mais aussi tromperie du peuple algérien qui a été invité par le GPRA à voter oui pour ratifier l'indépendance telle que définie par les accords d'Évian. Donc là, ça me paraît quand même très important. Alors, cela veut dire que le gouvernement français a été abusé. Alors, cela apparaît notamment dans le rapport sur la session du CNRA de Tripoli qui a été envoyé par l'ambassadeur de France à Tripoli à son gouvernement. Cela apparaît également dans les instructions données par le ministre Louis Joxe, si j'ai bien compris, à l'ambassadeur Jean-Marcel Jeanneney, nommé à Alger, qui dit que les accords d'Évian sont hors de cause. Donc il y a une lutte pour le pouvoir en Algérie, mais tout le monde approuve les accords d'Évian. Enfin, c'est dit en toutes lettres. Et c'est seulement à la fin août que un texte original du programme de Tripoli est découvert en Algérie par l'armée française, qui la transmet à l'ambassade, notamment Louis de Guiringaud, qui souligne qu'il s'agit bel et bien d'un désaveu des accords d'Évian. Et le 7 septembre, je crois le 7 ou le 8, enfin, ça t'a vérifié, le texte est publié par Le Monde et par Alger Républicain. À ce moment-là, il devient clair, pour le gouvernement français, qu'il a été trompé. Et dans les semaines qui suivent, enfin, les intentions du gouvernement de Ben Bella apparaissent de plus en plus, d'autant plus qu'il se réfère explicitement aux accords d'Évian, au programme de Tripoli. Et à ce moment, mais ça va encore. Oui, ça va. Oui. Donc le gouvernement de Ben Bella multiplie les décisions unilatérales qui obligent le gouvernement français à riposter, enfin, en mettant le gouvernement algérien au pied du mur au début novembre 1962. Et pendant un mois, il y a une très forte tension que l'on a totalement oubliée. D'un côté, donc, le comité des affaires algériennes, donc, qui se réunit à Paris, examine toutes les hypothèses. Alors, je cite toujours d'après le général Fèvre, qui a publié ces textes. Le 16 novembre, donc le ton des décisions du comité des affaires algériennes signé Charles de Gaulle est beaucoup plus sévère. Il s'agit d'une véritable redéfinition de la politique de coopération avec l'Algérie en fonction de, je cite, l'incapacité actuelle du gouvernement algérien à assurer la marche de l'État.
Mais au bout d'un mois de très vives tensions, durant laquelle on voit le gouvernement algérien décider de juger un certain nombre d'Algériens considérés comme traîtres pour les frapper, alors non pas de la peine de mort, mais de peine d'indignité nationale, ce qui serait le désaveu officiel des accords d'Évian fondés, au contraire, sur une amnistie générale. Donc, au bout d'un mois, le gouvernement algérien cède, il envoie son ministre des Affaires étrangères, Khemisti, à Paris, et à l'issue de ces discussions, disons, ce qui reste des accords d'Évian se trouve en quelque sorte rafistolé provisoirement, et alors d'autant plus qu'entre-temps, le gouvernement français a décidé la séparation des trésors, car ce qu'il faut savoir, et ce qui est également tout à fait oublié, c'est que jusqu'à la fin décembre 1962, l'État algérien fonctionnait avec les fonds fournis par le budget de la France, parce qu'il n'y avait plus d'autonomie budgétaire de l'Algérie, et donc c'était Paris qui payait. Et donc, ce fut un des arguments majeurs utilisés pour obliger le gouvernement algérien à comprendre qu'il ne pouvait pas tout se permettre. Et c'est pourquoi il y a une sorte de deal. L'Algérie a accepté du coup de renoncer à juger les traîtres, ce qui ne l'a pas empêché de les garder en prison pendant un certain nombre d'années, enfin certains pendant une bonne dizaine d'années. Ainsi, on constate que les accords d'Évian ont bel et bien été désavoués, alors ce qui est également un argument à utiliser en réponse à ceux qui continuent à considérer le 19 mars comme la date de la fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu bel et bien un désaveu des accords d'Évian par le GPRA, et le gouvernement français de l'époque en a été parfaitement informé, même si ce fut seulement avec plusieurs mois de retard. Alors, cela étant, donc, il faut aussi s'interroger sur les responsabilités de la France, en tout cas du gouvernement français. Alors, d'une part, responsabilité envers les Français d'Algérie. Bon, je n'insiste pas, mais il est évident que le gouvernement français a donné la priorité à la lutte contre l'OAS, ce qui a entraîné un certain nombre de conséquences, notamment la fusillade du 26 mars 1962 rue d'Isly à Alger. Bon, il y a également la question de la responsabilité des ordres donnés par le gouvernement dans l'absence de réaction immédiate et efficace pour défendre les Oranais le 5 juillet 1962. Mais d'autre part et surtout, je voudrais parler de l'attitude du gouvernement français envers le GPRA, avec qui il a négocié les accords d'Évian. Or, cette attitude a manqué donc non seulement de franchise de la part du GPRA, néanmoins, le GPRA avait quand même dit, donc dans la proclamation de son président Benjedda le 19 mars, il avait dit « le cessez-le-feu n'est pas la paix ». Et effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais d'autre part, le GPRA avait accepté de faire des concessions, notamment le principe de l'amnistie sur laquelle étaient construits les accords d'Évian, tant que la France restait souveraine en Algérie. Or, juridiquement, donc dans le cadre juridique défini par la France restait souveraine en Algérie jusqu'au jour de la reconnaissance des résultats du référendum d'autodétermination du 1er juillet, qui devait, du point de vue français, créer l'État algérien. Alors, en effet, dans la perspective juridique du gouvernement français de l'époque, les accords d'Évian donnaient accès non pas à l'indépendance immédiatement, mais à une période transitoire durant laquelle la France conservait la souveraineté. Et c'est seulement au bout de cette période transitoire, qui pouvait durer théoriquement 6 mois au maximum, que la France transmettrait sa souveraineté. Alors, transmettrait sa souveraineté non pas au GPRA, qu'elle ne reconnaissait toujours pas, mais à l'exécutif provisoire désigné par les deux parties et qui devait organiser l'élection d'une assemblée nationale constituante souveraine du peuple algérien. Donc, dans la perspective juridique française, il n'y avait toujours pas d'État algérien, et cela, alors qu'évidemment, le GPRA, lui,
ne demandait qu'à être reconnu comme le gouvernement provisoire de la République algérienne. Mais le gouvernement français n'a pas voulu, à tel point que le 19 mars, l'URSS a décidé de reconnaître le GPRA, enfin reconnaissance de jure, enfin de droit du GPRA, et le gouvernement français a protesté en faisant savoir que c'était seulement après la ratification des accords d'Évian par le peuple algérien qu'il y aurait un État algérien. Mais en fin de compte, on peut se demander si cette attitude n'était pas à la fois totalement idéaliste et totalement irréaliste. Et à la limite, on peut se demander s'il n'aurait pas été plus raisonnable de reconnaître le GPRA comme il l'avait demandé lui-même le 24 octobre 1961. Donc le président Benkhedda avait proposé au gouvernement français de changer de procédure et donc de reconnaître le GPRA dans un premier temps, et ensuite, eh bien, toutes les autres questions seraient résolues par une négociation directe entre les deux gouvernements. Alors évidemment, enfin, ce que je vous dis là est purement théorique, et on peut dire que la situation en juillet 1962 avait déjà totalement changé, en particulier parce que l'autorité du GPRA était minée à la fois par la situation d'anarchie qui se développait en Algérie. Alors il faut préciser d'ailleurs que les membres FLN de l'exécutif provisoire, donc qui devait recueillir la souveraineté sur l'Algérie, avaient démissionné le 29 juin en décrivant en un message très éloquent la situation d'anarchie totale qui prévalait en Algérie. Et là, ce n'était plus du fait de l'OAS, mais c'était bel et bien du fait des diverses organisations du FLN-ALN. Donc, on peut dire que de toute façon, le GPRA, le 3 juillet 1962, jour officiel de la transmission du pouvoir de la France, enfin de la souveraineté de la France, non pas au GPRA, mais à l'exécutif provisoire, eh bien, tout cela était déjà frappé de caducité par irréalisme. Voilà. Monsieur Pervilliers, merci, vous avez débordé, mais c'était pour la bonne cause, parce que vous avez pris par le menu et par le détail le cheminement d'une situation qui est très éclairante et dans laquelle domine à la fois l'irréalisme, domine aussi une volonté masquée probablement de ne pas respecter les accords que l'on signe, et qui montre qu'il y a au fond plusieurs parties prenantes qui ne s'entendent pas. Il y a simplement une apparence de logique, une apparence de pouvoir quelque part. Le gouvernement français de son côté, bien sûr, mais de l'autre côté, il y a le reflet même de la situation algérienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution établie, il y a des institutions dans lesquelles beaucoup de gens sont opposés les uns aux autres, il y a des luttes pour l'avenir, c'est-à-dire ne pas compromettre l'avenir en acceptant la réalité du présent. Donc il y a une projection au-delà de la réalité du présent vers le contrôle de l'avenir. On le verra bien d'ailleurs dès qu'on arrive au début juillet 62 et toute la suite de l'opération, jusqu'en 63, avec les luttes intestines du gouvernement et des cercles algériens. Et au milieu de tout ça, c'est finalement un pan d'histoire qui s'écroule, je dirais dans le drame et dans l'indifférence pour beaucoup. C'est aussi un pan d'histoire qui débute dans des conditions particulièrement difficiles. Pour la nouvelle Algérie, c'est des conditions particulièrement difficiles. Donc on a le sentiment à la fois d'un irréalisme, on a le sentiment d'un énorme gâchis, on a le sentiment aussi que des procrastinations permanentes ont entraîné des situations tout à fait ambiguës desquelles, au fond, personne ne souhaitait sortir avant que les événements n'aient décidé pour eux. Et c'est un peu quand on regarde ça, quand on fait ça, quand on regarde cela, enfin comme historien, mais aussi comme analyste de crise, eh bien, on pourrait la transformer en cas d'école. C'est quelque chose qui doit être étudié dans les écoles politiques ou les écoles diplomatiques, parce que le cheminement de cette affaire est à la fois passionnant, déroutant, dramatique, et en même temps, il échappe en permanence à ceux qui croient en tenir les fils.
Et c'est une grande leçon. C'est une grande leçon pour la gestion des crises. C'est une grande leçon pour ceux qui ont à prendre des décisions de nature politique ou diplomatique. C'est toujours coller à la réalité et ne jamais anticiper quelque chose dont on est sûr qu'il ne va pas se produire. Merci, Monsieur Pervillier, de cette démonstration que j'ai trouvée absolument passionnante et qui vient bien compléter, au fond, le travail que M. Jordi a fait sur cette notion de disparu comme instrument de guerre et comme instrument de terreur, et finalement comme instrument de brouillage du message. On casse le message, on le brouille, on le rend difficile à détecter, on le rend difficile à décoder, on le rend difficile à interpréter. Et tout ça est bien fait dans une optique de conquête du pouvoir, de préservation du pouvoir et de luttes internes dans un grand moment où quelque chose se délite, se dénoue et où rien n'est construit en face. C'est une belle notion de relativité historique. Merci tous les deux. Je crois qu'on ne va pas prendre de questions mais le général Fournier va me faire encore il va se plaindre. Le général Fèvre, qui est un grand orfèvre en la matière, sans jeu de mots, vous voudrez poser. Alors, je vais peut-être vous autoriser, non pas un commentaire, hein, mais une question, une seule question, et le général Fèvre après. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement remercier Monsieur Jordi de son intervention sur les disparus civils et y associer simplement la mémoire des disparus militaires dont je m'occupe, parce qu'il souligne bien la délégation du gouvernement français du problème des disparitions notamment. Je voudrais en profiter pour donner un argument supplémentaire à M. Pervillier en ce qui concerne le non-respect des accords d'Évian. Car il n'y a pas eu de libération des prisonniers de guerre faits par le FLN avant le 19 mars. Et d'autre part, il y a eu à partir du 19 mars explosion des attentats contre les militaires français par des enlèvements ou par des assassinats avec disparition du corps, sans aucune réaction de la France ni de son armée sur le terrain. Et ceci porte sur plusieurs centaines de soldats. Et cet exemple, simplement, me permet d'apporter, moi, une réponse à la question que vous avez posée dans votre colloque. Destin inachevé, certes, mais la fin de la guerre d'Algérie, c'est aussi un travail bâclé. Bien sûr. Très bien. Attendez. Avant de donner la parole au général Fèvre, M. Jordi. Très rapidement, parce qu'il me vient là, sur ma clé USB, j'ai plein de choses. À Oujda, le 25 mars 62, donc dans le camp de la LN à Oujda, il y a Ben Bella qui prend la parole, mais juste avant, le colonel Boumedienne, chef d'état-major général de la LN, avait pris la parole, s'était étendu longuement sur l'œuvre révolutionnaire. Il avait dit une chose: cette manifestation n'est avant tout qu'une rencontre avec nos frères libérés. Elle ne doit pas nous faire oublier le devoir national qui nous attend encore. La joie que nous ressentons en les recevant ne doit pas nous faire oublier les objectifs qui restent à atteindre. Car ces objectifs, pour la réalisation desquels tant de nos martyrs, hommes, femmes, vieillards, enfants, sont tombés, ne seront pleinement atteints que lorsque le dernier colonialiste, le dernier impérialiste auront quitté notre territoire. On est le 25 mars, donc pour Boumedienne et Ben Bella juste avant lui, fallait que le dernier colonialiste disparaisse, quoi. Donc c'était aussi une volonté de faire partir les personnes. Alors des fois on me dit oui, mais il y en avait d'autres qui étaient contre. Oui, bien sûr, sauf que ce ne sont pas eux qui ont pris le pouvoir, ce sont ces deux-là. Oui, ce ne sont pas eux qui sont partis. Oui, voilà. Merci. Le général Fèvre, s'il vous plaît. Pas de micro. Bon, venez là, voilà. Appuyez sur la touche. On m'entend? Il y a la touche du milieu, là. Bon, ça va. Bon, je voudrais apporter un argument supplémentaire à l'argumentation du professeur Pervillier. Vous savez que pour le scrutin de l'indépendance, le gouvernement français avait proposé qu'il y ait 2 questions posées aux électeurs. Première question, êtes-vous d'accord pour l'indépendance de l'Algérie? Enfin, je n'ai pas le terme exact en tête.
Et deuxième question, êtes-vous d'accord pour le maintien de la coopération de la France? Or, le FLN, les représentants du FLN à l'exécutif provisoire ont été très habiles. Ils ont dit « Oh, c'est trop compliqué, on va conserver qu'une seule question ». Et donc, tout le monde a voté pour la question de l'indépendance, alors que moi, je pense que si on avait posé les deux questions, la question de la coopération aurait obtenu une grosse majorité parmi la population algérienne et ça aurait fait réfléchir le FLN. Voilà mon argument. Alors, une dernière question de Guy Fada, mais... Puis après, nous passons aux autres orateurs. Non, une question brève, à laquelle notre ami Jordi a commencé à répondre là dans sa dernière intervention. Est-ce que, à propos des disparitions forcées, pour utiliser la terminologie de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, est-ce que l'on peut dire qu'il y a eu une concertation, une coordination, ou est-ce que les disparitions forcées, les enlèvements conduisant à des disparitions forcées ont été l'action de différents groupes, pas forcément coordonnés? Donc, ma première question est de savoir si elle s'adresse d'ailleurs à Jordi, mais elle s'adresse aussi à Guy Pervilliers. Et la deuxième question étant de savoir s'il y a eu coordination, quel était exactement le but de la disparition forcée? Est-ce que c'était uniquement une vengeance? Est-ce qu'il y avait une idée de trouver des monnaies d'échange en vue d'autres actions, d'autres négociations? Quel pouvait être finalement le but de telle disparition? Merci. C'est pas une question facile, parce que en fait, moi, j'ai jamais trouvé de texte qui signalait ou qui soulignait le caractère organisé des choses. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça se passait un peu partout, les enlèvements, que ça s'est arrêté dans la wilaya 4, dans la wilaya de Krim Belkacem. 3, la wilaya 3. Belkacem, dès les accords d'Évian, a annoncé très clairement qu'il ne voulait plus d'exactions dans sa wilaya, et effectivement, ça a chuté de manière considérable dans sa wilaya. Mais ailleurs, pas du tout. C'est le seul à avoir dit « je n'en veux plus ». Mais ailleurs, on s'est tu. Le second point, c'est qu'à un moment donné, les commissions mixtes ont dit, mais il se passe telle chose, voilà ce qui se passe, c'est un tel, on sait que c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. On aurait pu s'attendre à des, non pas des mises en examen, mais en tout cas, je ne sais pas, quelque chose qui soit de l'ordre de la justice. Et en fait, pas un n'a été condamné pour un quelconque crime. Et quand on regarde les archives de la justice, et tout ce qui est niveau des plaintes, les plaintes qui sont remontées à la justice, il n'y en a aucune qui a abouti en Algérie. Aucune. C'est-à-dire qu'elles ont tous été mises de côté. Oui, je voudrais aussi rajouter que, quand même, d'une part, nous n'avons aucune preuve formelle d'une décision prise par le GPRA d'organiser cette lutte contre l'OS. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a des indices. Bon, il n'y a pas de preuve tant qu'on ne pourra pas accéder librement, que tous les historiens, d'où qu'ils viennent, ne pourront pas accéder librement aux archives du GPRA. Enfin, ils ont quand même été étudiés par un historien canadien. Bon, mais il faut quand même se rappeler que dans El Moudjahid, dont j'ai la collection complète telle qu'elle a été rééditée en 1962 à Alger, à Belgrade plus exactement, eh bien, il y a des communiqués du GPRA à l'issue de la réunion qu'il a tenue à Rabat, c'était en janvier 1962, dans lequel il dénonçait le péril de l'OAS et faisait savoir qu'il organiserait la lutte. Et donc, quand on voit que, malgré tout, les zones où ont lieu le maximum d'enlèvements correspondent aux zones où le FLN, où l'OS était le plus fort,
eh bien, il y a quand même de bonnes raisons de supposer qu'il y a eu bel et bien un plan d'action concerté contre l'OS. Alors simplement, il y a évidemment l'engrenage considérant que tous les Français d'Algérie sont plus ou moins suspects d'appartenir à l'OS. Ce qui ne veut pas dire que pour autant que la plupart des enlevés étaient des membres actifs de l'OS, en particulier parce que les membres de l'OS qui étaient armés avaient les moyens de se défendre. Et ceux qui étaient enlevés, c'était justement ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc ils n'étaient pas forcément non plus de l'OS. Voilà. Très bien. Écoutez, je crois qu'on peut terminer cette partie du colloque en remerciant... Écoutez... Vous parlez, on revient toujours à l'OS, mais avant. Je vais vous citer le cas de 5 techniciens de la DRS, Direction et Restauration des Sols, enlevés du côté de Sétif, 3 Français, 2 musulmans, des gens qui travaillaient ensemble, qui faisaient quelque chose pour le pays. Je tiens à votre disposition les lettres que l'État français a envoyées, la gendarmerie, après le Rocher Noir, toutes les recherches qu'il y avait, le cynisme des réponses du chef de cabinet, de M. Fouché, pour ne pas le citer, ça vaut son pesant de cynisme. Je peux vous fournir les documents. Merci, monsieur. Merci. Merci. Je suis preneur. Voilà. Oui. Non, mais très bien. Très bien. Ça va rentrer dans l'intégration d'un livre Voilà. qui est en train de sortir sur l'économie des 132 ans de la présence française, mais économique. Pas politique, ni militaire, parce qu'on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup, mais on passe bien souvent à côté de ce qui a fait l'Algérie, c'est-à-dire la mise en route d'un pays qui est parti de rien et arrivé à une économie en 1962. Et ce document sera publié avec de nombreux, énormément de documents qui viennent du gouvernement général, de quelqu'un qui était au chiffre au gouvernement général, d'autres donations, et qui sera extrêmement documenté en photos, en éléments, en documents. Ce livre sortira, il est le travail de toute une équipe du Cercle Algérianis Centre Val-de-Loire, qui a demandé 2 ans et demi, avec recoupement de témoignages, doubler les informations. Il sortira en fin mars. Merci beaucoup. On parlera économie essentiellement, parce qu'on a raconté tellement de bêtises. Est-ce que je peux demander à Monsieur Le Sourd, à Monsieur Pérez et à Monsieur Casali de venir sur place pour aborder la dernière ligne droite du colloque. Merci beaucoup. En tout cas, merci Jean-Jacques Jordi et merci Guy Pervilliers.